L'histoire le nomme le roi des rois, l'homme qui a fouetté la mer elle-même, mais l'histoire a oublié de vous parler des femmes qu'il a enterrées vivantes, juste à l'intérieur de sa propre chambre. Ce soir, ne cherchez pas des récits de conquêtes glorieuses, écoutez plutôt les cris des petites filles qui n'ont jamais grandi, celles qui ont été forcées d'appeler leur bourreau père. Ce n'est pas une histoire de trône, c'est l'histoire de comment une personne a trouvé la lumière au fond d'un enfer vivant. Le soleil agonisait sur les montagnes du Zagros, sa lumière violette et contusionnée se répandant sur les terrasses de pierre de Persépolis. Au-delà des hauts murs, le vent hurlait, soulevant des tempêtes de poussière qui balayaient la face de la terre. Mais ici, au cœur de l'Empire, l'air était immobile. C'était une chaleur stagnante et suffocante qui s'accrochait à la peau comme un linceul humide. La ville elle-même, le joyau de la Perse, retenait son souffle, attendant que la nuit tombe, mais pour ceux qui étaient piégés dans le sanctuaire intérieur, la tombée de la nuit n'apportait aucun soulagement, seulement un silence plus profond, plus terrifié. J'étais assise dans un coin de la chambre de préparation, les genoux repliés contre ma poitrine, essayant de me faire aussi petite qu'une ombre. Je m'appelle Roxana. J'ai 14 ans, avec les yeux sombres et lourds de la lignée achéménide et des mains qui ont appris l'art de l'invisibilité. Je suis une fille du roi, pourtant je n'ai ni titre, ni terre, ni avenir. Je ne suis qu'une pièce de la collection, attendant sur une étagère que le propriétaire décide de me prendre. Ce soir, cependant, la main du destin ne s'était pas tendue vers moi. Elle s'était tendue vers Elara. Elara se tenait au centre de la pièce, nue, tremblante malgré la chaleur oppressante des braseros. Elle avait le même âge que moi, peut-être un mois de moins, avec une peau couleur d'amande, pâle, et des cheveux qui d'habitude cascadaient comme une rivière d'encre. Maintenant, ses cheveux étaient tirés et épinglés par les servantes, et Lara ressemblait moins à un être humain qu'à une poupée de porcelaine, qu'elle ait été tombée et recollée, fragile, vide et terrifiée. 2 servantes tournoyaient en coquetot autour d'elle. C'étaient d'entre eux des femmes âgées, leurs visages marqués par les rides profondes d'une vie passée en servitude silencieuse. Elles ne parlaient pas. Elles ne regardaient pas Elara dans les yeux. L'une d'elles plongea ses mains dans un bol d'huile chauffée. L'odeur de myrrhe et de roses lourdes me frappa instantanément. Un parfum doucereux et entêtant utilisé pour masquer l'odeur des corps non lavés, ou dans ce lieu, l'odeur de la sueur froide et aigre. Je regardais les mains de la servante. Elles tremblaient. L'huile brillait sur les épaules d'Elara, mais elle ne scia pas. Elle s'était pourtant retirée quelque part au fond d'elle-même, ses yeux fixés sur un point du sol en marbre. Je voulais lui crier dessus, lui dire de courir, mais il n'y avait nulle part où courir. Les lourdes portes en cèdre étaient verrouillées. Levez le menton, siffla une voix depuis les ombres près de l'entrée. C'était Mithridate, un jeune eunuque assigné à la garde du soir du harem. C'était une créature à la chair molle et aux yeux durs, se déplaçant avec la grâce silencieuse et prédatrice d'un chat. Il portait les beaux lins de la cour, mais sa présence était froide, dépourvue de toute chaleur ou pitié. Il tapait une longue et fine canne contre sa paume. Elara leva le menton. Une seule larme s'échappa, traçant une ligne nette à travers l'huile sur sa joue. La servante l'essuya rapidement, sa propre peur étant palpable. Présenter un cadeau en pleurs au roi, c'était inviter la mort. Elle était prête, murmura la servante, sa voix à peine audible. Mithridate hocha la tête. Il n'offrit aucun mot de réconfort. Il ouvrit simplement la porte. L'obscurité du couloir au-delà semblait avaler la lumière de la pièce. Elara s'avança, ses jambes raides, marchant comme une prisonnière vers l'échafaud. Tandis que la porte se refermait en claquant, le silence qui envahit la pièce était assez lourd pour broyer les os. Je ne pouvais plus respirer. L'odeur des roses me donnait la nausée. J'avais besoin d'air, j'avais besoin d'être n'importe où, sauf ici. J'attendis que les servantes commencent à nettoyer les bols, distraites par leur propre soulagement d'avoir terminé leur tâche. Je me faufilais par le passage des servantes, me déplaçant pieds nus sur la pierre froide. Je connaissais la disposition du harem mieux que les architectes qui l'avaient reconstruit. Je connaissais les angles morts où les yeux des eunuques n'atteignirent pas. Je me retrouvais dans l'ancien hammam, une section du palais, tombée en désuétude il y a des années, lorsque les nouveaux et plus grands bains furent construits pour les épouses. Ici, l'air était humide et sentait le moisi et le savon ancien. Les carreaux étaient bandes fissurées et la seule lumière venait d'une aération haute et étroite près du plafond. Je me laissai glisser, le long du mur, la pierre rugueuse me mordant le dos.
Finalement, la digue céda. Je plaquai mes mains sur ma bouche pour étouffer les sanglots qui secouaient mon corps. Pleurer était dangereux. Le son était dangereux. Mais l'image des yeux morts des Lara me hantait. Ma main effleura le mur tandis que je pleurais, mes doigts s'accrochant au mortier humide. Je sentis quelque chose bouger. Une pierre lâche près du sol, juste derrière le bassin d'eau. C'était une habitude, un tic nerveux de gratter les choses, fils effilochés, peinture écaillée, pierre lâche. J'enfonçais mes ongles et soulevais la brique. J'avais l'intention de trouver seulement un espace creux pour cacher une petite pierre polie que j'avais trouvée dans le jardin, un minuscule acte de rébellion. Mais l'espace n'était pas vide. Mes doigts effleurèrent quelque chose de doux, du tissu. Je le sortis. C'était un paquet de lin rugueux, taché de brun et raidi par le temps. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau piégé. Je le déballai lentement. À l'intérieur gisait une épingle à cheveux en argent. Je retins ma respiration. L'épingle était en forme de pan, ses plumes de queue incrustées de minuscules pierres de lapis lazuli. Je connaissais cette épingle. J'avais brossé les cheveux qu'elle retenait 1 millier de fois. Elle appartenait à Atossa, ma sœur aînée. Atossa qui avait disparu un mois auparavant. Les eunuques nous avaient dit qu'elle avait été choisie pour un grand honneur, mariée en secret à un satrape des provinces des Dams du Nord pour assurer une alliance loyale. Ils avaient dit qu'elle était partie dans la nuit, pleurant de joie. Je fixai le tissu dans ma main. Les taches brunes n'étaient pas de la boue. C'était du cuivre et du fer. C'était du sang séché. Le mensonge se déroulait entre mes mains. Il n'y avait pas de mariage. Il n'y avait pas de voyage vers le nord. Atossa n'avait jamais quitté le palais. Elle avait été emmenée dans la chambre du roi, tout comme Elara, et elle lui avait déplu. Et puis, elle avait été effacée. Je serrai l'épingle ensanglantée contre ma poitrine, l'argent froid mordant ma peau. Les larmes s'arrêtèrent instantanément, remplacées par un frisson qui partit de ma moelle. Le harem n'était pas un foyer, c'était un abattoir enveloppé de soie, et je n'étais qu'un autre agneau attendant le couteau du boucher. Le soleil du matin n'apportait pas de chaleur à la salle du silence. Il n'apportait que la lumière nécessaire aux eunuques pour voir nos erreurs. Nous étions agenouillés, côtant sur le sol en calcaire. Nous étions 20, une rangée de têtes inclinées et de colonnes vertébrales tremblantes. Nous étions là depuis la dernière relève de la garde, des heures avant l'aube. Mes genoux ne faisaient plus partie de mon corps, c'étaient avancés des nœuds de sang de feu et de glace hurlant, se frottant contre la pierre impitoyable. Mais je ne bougeais pas. Bouger, c'était inviter le bâton. L'air de la salle était froid, délibérément. Cela nous tenait éveillés. Cela nous gardait alertes. Devant nous, Aspamitre faisait les 100 pas. Il était le grand eunuque, le gardien des clés du roi et des secrets du roi. C'était un homme grand, anormalement, avec des membres qui semblaient trop longs pour son torse. Son visage était un masque sans poils de peau poudrée, lisse et sans rides, rendant impossible de deviner son âge. Il portait des robes safran qui bruissaient comme des feuilles d'os sèches, le seul son dans la vaste chambre voûtée. « Vous respirez trop fort », murmura Aspamitrès. Sa voix était douce, sifflante, comme un serpent glissant sur le sable. Il s'arrêta derrière une fille, 3 places plus loin que moi. J'entendis le sifflement de la canne avant d'entendre l'impact. Touac. Un halètement aigu et étouffé suivit, puis un silence immédiat. La fille ne cria pas. Elle savait ce qu'il en coûtait. « Le roi des rois n'exige pas votre bruit », sermonna Aspamitrès reprenant son pas. « Il n'exige pas votre conversation. Il n'exige pas vos larmes. Les larmes sont une insulte. Pleurer en sa présence, c'est suggérer que le paradis qu'il offre est insuffisant. C'est de la trahison. » Je fixai les motifs complexes du sol en marbre, forçant mon esprit à se détacher de la douleur dans mes jambes. Je pensais à l'épingle à cheveux ensanglantés cachée dans le mur du hammam. Je pensais à Atossa. Avait-elle pleuré ? Était-ce là son crime ? « Vous n'êtes pas ici pour être des épouses, » continua Aspamitrès, son ombre tombant sur moi. « Vous n'êtes pas ici pour être des mères. Vous êtes voir des vases. Vous êtes beau de l'art. Quand le roi vous regarde, il doit voir la perfection. Une statue ne se plaint pas. Une statue ne bronche pas. Une statue n'a pas de besoin. Vous devez devenir du marbre vivant. » C'était la vérité tordue de notre existence. Xerxès, dans sa folie grandissante, s'était lassé des liens humains. Les humains étaient le compliqué. Ils avaient des exigences, des familles et la trahison dans leur cœur. Ils voulaient la beauté d'une femme, mais l'obéissance d'un objet. Ils voulaient des poupées. À côté de moi, j'entendis un sifflement doux et rythmé. C'était Chirine.
Elle était la plus jeune d'entre nous, à peine 12 ans, une brindille de fille avec des yeux trop grands pour son visage et des poignets qui semblaient devoir casser sous le poids de ses bracelets en or. Elle avait été amenée au harem il y a seulement une semaine, arrachée à une famille noble mineure des provinces. Elle n'avait pas encore appris l'art de l'invisibilité. Je pouvais voir Chirine vaciller du coin de l'œil. Sa peau était de la couleur de la cendre. Elle était épuisée, son esprit brisé sous la contrainte du silence. « Tiens bon », soufflai-je, le mot se formant sur mes lèvres sans son. « Ne tombe pas. S'il te plaît, ne tombe pas. » Aspamitre se retourna à l'extrémité de la ligne. Il commença à revenir vers nous. Chirine laissa échapper un petit gémissement pathétique. C'était involontaire, le son d'un chiot frappé dans l'obscurité. Les robes safran cessèrent de bouger. « Qui ?» demanda Aspamitre. « Qui ose interrompre la perfection ?» Chirine tremblait violemment maintenant. La terreur la désarticulait physiquement. Elle ne pouvait plus tenir. Son corps, privé de sommeil et paralysé par la peur, abandonna simplement. Elle s'effondra sur le côté. Ce n'était pas un évanouissement gracieux. Elle heurta la pierre avec un bruit sourd et répugnant, ses petits membres emmêlés dans sa tunique de soie. Mon corps bougea avant que mon esprit ne puisse l'arrêter. C'était un instinct né de la sororité que nous partagions dans cette cage. Je rompis ma posture. Je tendis la main, saisissant l'épaule de Chirine pour la relever, la soutenir, cacher sa faiblesse avant que l'ombre ne nous atteigne. « Lève-toi » sifflai-je. Une botte s'enfonça dans mes côtes. L'air quitta mes poumons dans une poussée d'agonie. Je fus projeté en arrière, m'étalant sur le sol froid. Aspamitre se tenait au-dessus de nous. Il n'avait pas l'air en colère. Cela aurait été humain. Il avait l'air ennuyé. D'un coup de pied nonchalant, il repoussa Chirine loin de moi. Elle roula sur la pierre comme une poupée de chiffon abandonnée, trop faible pour même protéger son visage. « La compassion, » dit Aspamitre, me regardant avec des yeux comme du verre noir, « est un défaut. Elle suggère que vous croyez que cette créature mérite quelque chose de mieux que son destin. Elle suggère que vous remettez en question l'ordre des choses. » Il leva la canne. Je tressaillis, m'attendant au coup, mais il ne me frappa pas. Il pointa l'extrémité de la canne vers Chirine, qui sanglotait silencieusement contre le sol, ses épaules secouées. « Regardez-la, » ordonna-t-il. « Elle s'est brisée. Le roi n'a que faire des choses brisées. Et vous, Roxana, vous avez essayé de la réparer. Vous pensez pouvoir la sauver ?» Il se pencha, son visage à quelques centimètres du mien. Je pouvais sentir la menthe poivrée sur son haleine, masquant la pourriture de ses dents. Vous ne pouvez même pas vous sauver vous-même, retournez à vos genoux. Je voulais lui arracher les yeux. Je voulais crier qu'il était un monstre, que nous étions de chair et de sang, pas de pierre. Mais l'image de l'épingle à cheveux ensanglantés me traversa l'esprit. La rébellion, c'était la mort. La survie était la seule vengeance. Lentement, avec une douleur atroce, je me relevai, mes côtes palpitaient à chaque battement de cœur. Je redressai mon dos, je fixai mes yeux sur le mur. Je repris la position de la statue. « Bien », murmura Aspamitresse, se redressant. « Peut-être y a-t-il encore de l'espoir pour vous. » Il fit signe à 2 gardes postés près de la porte. Ils s'approchèrent, saisirent mon Chirine par les bras et la traînèrent main dehors. Ses pieds d'anse s'étreignaient pantranes inutilement sur le sol. Elle me regarda une dernière fois. Un regard de supplication pure et terrifié. Je ne regardai pas en arrière. Je ne tendis pas la main, je regardais droit devant moi, mon visage un masque de pierre. À l'intérieur, cependant, la peur avait disparu. Elle s'était consumée dans l'éclair de douleur de sa botte. À sa place, comme quelque chose de froid et de dur s'installait dans ma poitrine. J'apprendrai leur leçon. Je deviendrai la statue qu'ils voulaient. Je serai silencieuse. Je serai parfaite. Et un jour, quand ils s'y attendraient tant le moins, la statue bougerait. Le silence que nous avions été entraînés pour la perfectionner fut brisé non par un murmure, mais par le tonnerre du fer. Cela commença aux portes extérieures, un rugissement rythmique et grinçant qui vibrait à travers les sols en calcaire du harem. C'était le son de 10 000 immortels marchant en défaite. Le roi était de retour. Il ne revint pas avec les dépouilles d'Athènes ou les cendres de Sparte. Il ne ramena que la poussière de la route et une obscurité qui semblait engloutir les torches des couloirs. Le harem, d'ordinaire un lieu d'ennui langoureux et terrifiant, se transforma instantanément en forteresse assiégée. Les lourdes portes en cèdre furent barricadées de l'extérieur. Les eunuques,
D'ordinaire, si composés dans leur cruauté, se mouvaient avec des gestes frénétiques et saccadés, leurs yeux écarquillés par une peur qui reflétait la nôtre. Tête baissée, yeux baissés, ne respirait pas sans ordre, siffla Aspamitré, sa voix dénuée de son arrogance habituelle. Nous fûmes regroupés dans la grande salle du harem, le même endroit où nous avions appris à être des statues. Mais ce soir, nous n'étions pas des statues. Nous étions les derniers vestiges d'un ego en ruine. Les portes s'ouvrirent en grand. Xerxès entra. J'avais vu des peintures de mon père. Sur elles, il était un géant, une divinité dorée assise sur un haut trône tandis que le monde s'agenouillait. L'homme qui trébucha dans la pièce n'était pas un dieu, il était une ruine. Sa barbe d'ordinaire huilée et bouclée était emmêlée de crasse. Sa tunique teinte du pourpre des escargots linteaux de Tyr était maculée de vin et de sueur. Mais ce furent de ses yeux qui gelèrent le sang dans mes veines. Il s'était cerné de rouge, sauvage, et balayait la pièce comme s'il était entouré d'assassins invisibles. Il portait un lourd akinex, une courte épée perse traînée négligemment dans une main, la pointe métallique traçant une ligne dentelée sur le sol poli. Il pense de pouvoir rire, marmonna Xerxès, sa voix un grognement grave qui portait jusqu'au fond de la pièce. Il balança soudain l'épée, brisant un vase de porcelaine rempli de lys. Le fracas fut assourdissant. L'eau et les fleurs se répandirent comme du sang sur le marbre. La mer a ri, les Grecs ont ri, est-ce que vous riez ? Il se retourna, faisant face à la ligne de nous, ses filles, ses possessions. Non, grand roi, répondirent en chœur les eunuques, se prosternant. Xerxès les ignora. Il nous voulait. Il s'approcha de la ligne, apportant avec lui l'odeur de vin aigre et de peur rance. Il cherchait quelque chose à briser, quelque chose qui ne se défendrait pas, pour prouver qu'il était toujours le maître du monde. Le monde extérieur est ça le chaos, annonça-t-il, s'approchant d'une fille nommée Paris, qui se tenait à 5 places au de moi. Paris tremblait. Xerxès se pencha, inspirant l'odeur de sa peur. « Mais ici, je suis le soleil, je suis l'ordre. » Il descendit la ligne. Il ne regardait pas les visages, il regardait la propriété. Il attrapa une fible par les cheveux, lui tirant la tête en arrière pour inspecter ses dents comme un marchand de chevaux, puis la repoussa avec un grognement de dégoût. « Trop faible, cracha-t-il. La Perse était faible parce que son sang est dilué. Mon cœur tambourinait contre mes côtes, un tambour traître dans le silence. Soit de pierre, me dis-je, soit le marbre. Je fixai mon regard sur la broderie dorée de sa tunique, refusant de croiser ses yeux. Je bloquai mes genoux. Je retins ma respiration. Il s'arrêta devant moi. L'air autour de lui était chaud, irradiant la fièvre d'un homme consumé par son propre échec. Je vis ses bottes incrustées de la boue d'une longue retraite. Je vis le tremblement de la main qui tenait l'épée. « Regarde-moi », ordonna-t-il. Ce n'était pas un cri, c'était un murmure, dangereux et intime. Lentement, luttant contre chaque instinct qui me criait de fuir, je levai les yeux. Un instant, la folie de son visage fléchit. Il me fixa et je vis une lueur de reconnaissance. Non pas celle d'un père reconnaissant à un enfant, mais celle d'un homme reconnaissant à un miroir. « Toi », souffla-t-il. L'épée se leva. L'acier froid pressa contre la peau douce sous mon menton. Elle était tranchante, terriblement tranchante. Je sentis la morsure du métal, une ligne de chaleur piquante tandis qu'une seule goutte de sang montait et coulait le long de mon cou. Je ne sciai pas. Je ne tressaillis pas. Je soutins son regard avec l'expression morte et vide que j'avais perfectionnée en étant agenouillé. Xerxès se pencha, ses pupilles bas dilatées. Il ne voyait pas Roxana. Il se voyait lui-même, l'arrogance, la défiance, l'obscurité qu'il avait transmise par son sang. Il vit la chose même qu'il haïssait le plus, son propre reflet le fixant, le jugeant. « Celle-ci », murmura-t-il, un sourire tordu se formant sur ses lèvres. « Ses yeux, ils ressemblent trop aux miens. » Il pressa plus fort la lame, juste assez pour que la peur goûte le sang, mais pas assez pour tuer. « Pas encore. Je vois le feu là-dedans, » dit-il, sa voix tremblante d'un mélange de dégoût et de fascination. « Et le feu doit être contrôlé, ou il doit être éteint. » Il retira brusquement l'épée, essuyant mon sang sur sa manche. Il se tourna vers Aspamitrès, qui était toujours prostrée sur le sol. « Gardez celle-ci », aboya Xerxès, pointant la lame ensanglantée vers moi. « Elle se croit de fer, nous verrons si elles fond. » Il se retourna et sortit en trombe de la salle, laissant derrière lui le vase brisé et l'odeur de terreur, tandis que les lourdes portes
se refermaient, nous enfermant à nouveau dans l'obscurité, je portais une main à ma gorge. Mes doigts étaient rouges. Je n'étais plus seulement un fantôme dans le harem, j'avais été vu. Et être vu par le monstre était la chose la plus dangereuse de toutes. La convocation ne vint pas à l'aube, quand l'espoir est fragile, ni à midi, quand le soleil est honnête. Elle vint à l'heure du loup, cette limite sanglante du crépuscule où le jour est mort, mais la nuit n'a pas encore pris entièrement son trône. 3 jours s'étaient écoulés depuis que le roi m'avait marqué de son épée. 3 jours d'attente dans un silence si épais qu'il semblait m'étouffer. Lorsque la lourde porte en cèdre de nos quartiers s'ouvrit enfin en grinçant, je n'eus pas besoin de lever les yeux pour savoir qui se tenait là. Ce n'était pas Mithridate, c'était une paire de gardes muets, leurs visages couverts de voiles noirs, flanqués de Cassandane, ma mère. Cassandane était une femme dont la beauté avait été érodée par 14 années de peur, comme une falaise battue par la mer. Ses cheveux, autrefois de la couleur des corbeaux, étaient striés de mèches prématurément grises. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sa poitrine haletante, ses yeux grands ouverts et humides. Elle ne regardait pas les gardes, elle me regardait. « Non », murmura-t-elle. C'était un mot qu'elle avait perdu le droit de prononcer, il y a des années. Elle n'est pas prête, c'est une enfant. L'un des gardes s'avança, repoussant Cassandane d'une indifférence aussi insouciante que celle que l'on montrerait à un chien errant. Elle trébucha, heurtant son épaule contre l'encadrement de la porte, mais ne tomba pas. Elle se jeta sur moi, ses doigts serrant mon bras avec une force née du pur désespoir. « Cours, Roxana !» siffla-t-elle, bien qu'il n'y ait nulle part où courir. « Ne les laisse pas te prendre. » Les gardes ne parlèrent pas. Ils nous séparèrent simplement. Ce n'était pas une lutte, c'était un déchirement. Je fus traîné dans le couloir, et ma mère fut rejetée dans l'obscurité de notre chambre. La dernière chose que j'entendis fut le bruit du verrou qui se refermait, l'enfermant. Puis vint le martèlement, poing contre bois, un bruit sourd et rythmique accompagné d'un gémissement qui montait et descendait, déchirant le silence poli du harem. Boum, boum, boum. Tandis que j'étais conduite le long du couloir vers les chambres de préparation, le martèlement devint plus faible. Il ne cessa pas parce qu'elle avait abandonné. Il cessa parce que les murs de pierre du palais avaient englouti son chagrin. Le silence qui suivit était pire que les cris. C'était le silence d'une tombe. Je fus emmené à la chambre de bain, mais ce n'était pas le rituel doux et parfumé que j'avais vu Elara endurer. C'était un effacement. Les servantes étaient différentes cette fois-ci, plus rudes, efficaces, froides. Elles arrachèrent tardada la tunique de mon corps et me poussèrent dans un bassin d'eau brûlante. Je haletais, la chaleur mordant ma peau, mais des mains me retinrent, elles me frottèrent. Elles utilisèrent des éponges qui ressemblaient à du papier de verre, récurant ma peau jusqu'à ce qu'elle soit brûlante, à vif et rouge. Elles ne me nettoyaient pas, elles essayaient d'ôter la saleté de mon humanité. Elles voulaient laver Roxanei, la fibre qui se cachait dans les hammams et collectionnait les objets brisés pour ne laisser derrière qu'un vase digne d'un dieu. Elles moignirent, non pas avec le doux parfum de rose des autres, mais avec quelque chose de plus musqué, de plus lourd, ambre et civette. C'était une odeur qui s'accrochait au fond de la gorge, animale et écœurante. Puis vinrent les chaînes. Elles ne me vêtirent pas des soies fluides d'une princesse. Au lieu de cela, elles apportèrent un plateau d'or. C'était un treillis de fines chaînes dorées, liées ensemble par de minuscules rubis qui ressemblaient à des gouttes de sang frais. « Tenez-vous immobile », ordonna une servante. Elles drapèrent l'or sur ma nudité. Le métal était l'effroi contre ma peau brûlante. Il s'enroulait autour de mon cou, traversait ma poitrine et encerclait ma taille. C'était magnifique, indéniablement, mais alors qu'elles fermaient les verrous, j'en sentis le poids. Ce n'était même pas des ornements. C'était bien des chaînes forgées par des maîtres bijoutiers. J'étais lié d'or, un sacrifice enveloppé dans la richesse de l'empire que je n'hériterai jamais. Quand je bougeais, les chaînes tintaient doucement, un son délicat et musical qui annonçait ma captivité à chaque pas. La marche vers la chambre du roi était un voyage à travers un cauchemar. Les corridors étaient ben vides. Pourtant, je sentais une centaine d'yeux sur moi. Derrière le treillis de chaque porte que je passais, je savais que les autres femmes écoutaient. Elles entendaient le tintement de mes chaînes d'or et elles retenaient tout leur souffle. Il n'y avait pas de solidarité dans le harem, seulement du soulagement. Plutôt elles que moi. La pensée flottait dans l'air, épaisse et empoisonnée. Leur silence était complice, c'était le son de la survie.
Nous atteignîmes les grandes doubles portes de la chambre royale. 2 immortels montaient les sols à garde, leurs lances courbées croisées. Ils les décroisèrent à mon approche, non par respect, mais par protocole. Aspamitres était là, attendant dans l'ombre. Il me dévisagea de haut en bas, ses yeux noirs dénués de tout ce qui ressemblait à une âme. « Souvenez-vous, murmura-t-il, sa voix comme des feuilles sèches. Vous êtes du marbre. Si vous vous brisez, vous mourrez. » Les portes furent ouvertes. Je franchis le seuil. Les portes se refermèrent derrière moi avec une finalité qui résonna dans mes os. J'étais seul. La pièce était vaste, une caverne d'ombres et de soie. L'air était épais de l'odeur de cire d'abeilles et de vignes éventées. Il n'y avait pas de fenêtres, seulement de hautes aérations qui ne laissaient entrer aucune lumière. La seule illumination venait d'un bouquet de grosses bougies de brûlant sur une table basse près du lit. Les flammes vacillaient dans le courant d'air, projetant de longues ombres dansantes sur le mur du fond. Et là, projetée sur la pierre par la lumière des bougies, se trouvait une ombre qui s'étirait jusqu'au plafond. Elle était vaste, déformée, monstrueuse. C'était la silhouette d'un homme assis au bord du lit, la tête baissée, les épaules voûtées sous le poids d'un ciel invisible. L'ombre bougea, l'homme se leva. Xerxès se tourna pour me faire face. Il ne portait pas sa couronne. Il était torse nu, sa poitrine marquée par d'anciennes batailles, ses yeux des fosses ténèbres sombres dans la pénombre. Il paraissait plus petit que son ombre, mais infiniment plus terrifiant. « La fille au feu », murmura-t-il. Les chaînes dorées autour de ma taille tintaient tandis que je tremblais. Je mordis l'intérieur de ma joue, jusqu'à sentir le goût du cuivre, forçant mon corps à se figer. Je n'étais pas Roxana. J'étais de pierre, j'étais d'or, j'étais rien. Mais alors qu'il faisait un pas vers moi, la lumière des bougies capta le reflet du couteau sur la table derrière lui, le même couteau qu'il avait utilisé pour éplucher des fruits, ou peut-être pour tester la pureté de sa lignée. Le monstre sur le mur sembla tendre la main, son ombre mince s'étendant pour éteindre la seule lumière de la pièce. L'air dans la pièce n'était pas vide. Il était solide, bâti de couches de silence et de l'odeur lourde et entêtante de l'encens brûlant dans un brasero doré. Xerxès se tenait devant moi, la lumière des bougies captant la sueur sur sa poitrine, transformant les cicatrices d'anciennes guerres en crêtes argentées et scintillantes. Il ne me regarda pas avec convoitise. Cela aurait été une émotion humaine, une simple faim de la chair. Non, il me regarda avec la fascination froide et clinique d'un architecte examinant une structure qu'il avait l'intention de démolir. Il tendit la main, ses doigts rugueux et calleux, et traça la ligne des chaînes d'or croisant ma clavicule. « Sang de mon sang », murmura-t-il, les mots légèrement pâteux à cause du vin. « Les Grecs disent que les dieux ne saignent pas. Ils disent que les dieux ne pêchent pas. » Il tira sur la chaîne, un mouvement brusque et saccadé qui me força à m'approcher. Les rubis s'enfonçaient encensés dans ma peau. « Mais si je suis le roi des rois, siffla-t-il, se penchant jusqu'à ce que son souffle, aigre de raisin et de pourriture, me balaye le visage, alors il n'y a pas de péché, il n'y a que ma volonté. Briser la loi, c'est prouver que je suis au-dessus d'elle. » Il ne voulait pas de plaisir, il voulait la transgression. Il voulait prendre la seule chose que les lois des hommes et de la nature lui interdisèrent de toucher, simplement pour prouver que la foudre d'Ahura Mazda ne le foudroierait pas. Il m'utilisait pour mener une guerre contre le ciel. Quand ses mains passèrent dans des chaînes à ma peau, je partis. Je ne courus pas. Il n'y avait nulle part où courir. Les lourdes portes étaient verrouillées, et les immortels montaient contre la garde à l'extérieur. Au lieu de cela, je courus vers l'intérieur. Je me souvins des leçons du hammam. Je me souvins des fissures dans le plafond. 1. Je pris une inspiration. 2. Je fermai les yeux, mais pas pour dormir. Dans l'obscurité derrière mes paupières, je visualisais le lourd plafond de pierre au-dessus de nous. Je m'imaginais devenir légère, plus légère que l'air, plus légère que la honte qui tentait de m'ancrer au sol. Je m'élevai. Je laissai la fille aux mains tremblantes et aux chaînes dorées en bas. Du plafond, je regardais en bas. Je vis une petite créature fragile enveloppée de métal. Je vis un homme grand et brisé, consommant sa propre création. J'observais la scène comme s'il s'agissait d'une pièce jouée par des étrangers, dans une langue que je ne parlais tant pas. La fille là-bas souffrait. Oui, je pouvais voir son corps se crisper. Je pouvais voir le cri silencieux coincé dans sa gorge. Mais je n'étais pas elle. J'étais la fumée du brasero. J'étais le grain de poussière dansant à la lumière des bougies. 3. Inspirer. 4. Expirer. Je comptais les rythmes de l'existence pour tenir la folie à distance. La douleur était lointaine, une pulsation sourde qui appartenait à quelqu'un d'autre.
Xerxès murmurait des choses à l'oreille Antibra de la fille en bas. Blasphème, vantardise, rang incohérent sur la mer et le feu, mais les mots se dissolvaient avant d'atteindre le plafond. Le temps perdit sa forme. Cela aurait pu être des minutes, cela aurait pu être une éternité. Puis il y eut une pause. L'homme se retira, s'effondrant sur le bord du lit, haletant lourdement. L'acte de violation l'avait épuisé, non pas physiquement, mais spirituellement. Il semblait diminuer. Un dieu qui avait mangé le fruit défendu et trouvé qu'il n'avait que le goût de cendre. Je redescendis. La gravité me saisit à nouveau, la douleur revint en trombe, aiguë et humiliante, se rattachant à mes nerfs. J'ouvris les yeux. Je me tenais près de la table basse où se trouvait la cruche de vin. Ma main, tremblante de façon incontrôlable, reposait sur le bois frais. Et là, c'était un couteau. C'était une petite chose, utilisée pour éplucher les grenades. Le manche était en ivoire, la lame courbée et maligne, tachée du jus collant et séchant du fruit. Il gisait là, oublié dans le désordre de ses indulgences, Xerxès me tournait le dos, sa tête était dans ses mains. Il marmonnait pour lui-même, perdu dans le labyrinthe de sa propre paranoïa. Mes doigts se recourbèrent autour du manche en ivoire. Le métal était frais contre ma paume moite. Ce serait si facile. Un pas, un coup dans l'espace entre son cou et son épaule. Je savais où se trouvait l'artère. Les eunuques nous avèrent enseigné l'anatomie, bien que pour des raisons différentes. Je pouvais en finir avec le monstre. Je pouvais mettre fin à la guerre contre le ciel. Ou je pouvais retourner la lame vers l'intérieur, une entaille rapide sur mon propre poignet, et la honte s'écoulerait sur les tapis persans. Je serais libre, je serais avec Atossa. Je serrais le couteau jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. La rage montait en moi comme de la bile chaude et acide. Je voulais le voir saigner. Je voulais avoir le regard dans ses yeux quand la statue bougerait enfin. Je fis un pas en avant. Les chaînes d'or tintaient. Xerxès ne l'entendit pas. Il était trop loin. Mais dans ce silence, un autre son résonna dans ma mémoire. Boum, 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 le son de ma mère frappant à la porte. Si je le tuais, les immortels se précipiteraient. Ils ne me tueront pas seulement. Ils mettraient le harem en pièces, ils traîneraient Daran Kassandan hors de sa chambre et la dépouilleraient vive pour avoir élevé une traîtresse. Si je me tuais, je la laissais seule dans cet enfer. Je la laissais se demander, pour le reste de sa vie misérable, ce qui s'était passé derrière ses portes. L'image des cheveux striés de gris de ma mère et de ses yeux terrifiés me paralysa. Ma mort serait mon évasion, mais ce serait sa condamnation. Ma main tremblait. La lame planait à quelques centimètres de la possibilité de la liberté. Je regardais l'homme qui se disait un dieu. Il était pathétique, il était vide. Le tuer lui accorderait une mort qu'il ne méritait pas, une mort de tragédie. Et me tuer me donnerait exactement ce qu'il voulait. Une autre chose brisée à jeter. Lentement, douloureusement, je desserrai mes doigts. Le couteau claqua sur la table. Le son fut aigu, comme un verre qui se brise. Xerxès leva la tête, se tournant lentement pour me regarder. Ses yeux étaient vitreux, flous. Il ne réalisa pas à quel point la mort venait de frôler son cou. Je restais là, les chaînes lourdes sur ma peau, la honte brûlant dans mon sang. Mais je respirais. 5. J'ai choisi de vivre. Non pas parce que la vie était douce, mais parce que la survie était la seule arme qui me restait. Les gardes ne me ramenèrent pas. Ils me jetèrent. La lourde porte en cèdre de la chambre de confinement fut déverrouillée et je fus poussé à l'intérieur avec la force négligente que l'on emploie prise pour un sac de céréales gâtées. Je trébuchais, les lourdes chaînes d'or autour de ma taille me meurtrissant les hanches alors que je tombais au sol. La porte claqua, le verrou se refermant avec un bruit final et absolu. La pièce était sombre, à l'exception d'un ray de lumière lunaire perçant la haute fenêtre grillagée. Dans un coin, un tas de couvertures bougea. C'était ma mère Kassandan. Elle ne se réveilla pas. Elle s'était évanouie à force de pleurer, sa respiration rauque et lourde, le sommeil des noyés émotionnels. Je n'allais pas vers elle. Je ne pouvais pas la laisser me toucher. Je me sentais couverte d'une couche de bave invisible, une contamination qu'aucune eau ne pouvait laver. L'huile musquée que les servantes avaient frottée sur ma peau sentait maintenant les fleurs pourries. J'étais toxique. Je rampais vers le coin opposé de la pièce, près du lavabo. La cruche en pierre qui contenait habituellement de l'eau avait été renversée lors de la lutte précédente, son ventre brisé contre le mur. Je ramassais un tesson de poterie. Il était incurvé, dentelé et assez coupant pour trancher l'illusion de la vie. Je m'assis le dos contre le mur de pierre froide, le tesson pressé contre la peau douce de mon poignet.
Dans la chambre du roi, j'avais laissé tomber le couteau parce que je craignais pour la vie de ma mère. Mais ici, dans l'obscurité, la logique se tordait. Si je me vidais de mon sang en silence, si je m'endormais simplement et ne me réveillais jamais, peut-être penserait-il à une maladie. Peut-être l'épargnerait-il. J'appuyais le bord d'argile. Une goutte de sang sombre comme du vin perla. C'était la seule chose en moi qui me semblait propre. Juste un peu plus profond, murmura l'obscurité. Juste un peu plus profond, et les chaînes tomberont. Je penchai la tête en arrière, fermant les yeux, attendant le courage de faire la déchirure finale. Mon oreille pressée contre le sol en calcaire. Et puis le sol parla. Cela commença par un murmure, une vibration voyageant à travers les eaux du palais. Persépolis était une merveille d'ingénierie, une ville bâtie sur des secrets. Sous les sols polis gisait un labyrinthe de tuyaux d'argile et de canaux de pierre conçus pour transporter l'eau et la vapeur, chauffant les bains royaux et refroidissant les caves. Ces veines creuses transformaient le palais en une oreille géante et chuchotante. J'étais assise directement au-dessus de l'un des puits de ventilation reliés au hammam royal, le sanctuaire privé situé juste sous l'aile est du harem. Folie, fit écho une voix à travers la pierre. Elle était creuse, métallique, déformée par les tuyaux, mais distincte. Ce n'est pas de la folie, c'est de la divinité, répondit une deuxième voix, douce et terrifiée. Je connaissais cette voix. C'était Aspamitre, le grand eunuque. Il croit qu'il devient Ahura Mazda lui-même. Il devient un fardeau, coupa la première voix, aiguë et brutale. Je me figeai. Le tesson dans ma main planait au-dessus de mon poignet. Je pressai mon oreille plus fort contre la pierre froide, retenant ma respiration. L'armée est agitée, Aspamitre. Ils n'ont pas été payés depuis 3 lunes. Les greniers de Babylone sont vides, et lui, il dépense le trésor à construire une porte qui ne mène nulle part et à souiller son propre sang. Je reconnus le second orateur maintenant. C'était Artabanus. Je ne l'avais vu que de loin, lors des grandes parades. Il était le capitaine de la garde royale, le Hazarapatish. C'était un homme taillé dans le chêne et le vieux cuir, avec de larges épaules qui portaient le poids de l'armée et un visage marqué par les lance-comptes grecs. Il était l'ombre du roi, son protecteur, le seul homme autorisé à porter une arme en présence de Xerxès. Il a menacé d'exécuter les satrapes de l'Est aujourd'hui, continua Artabanus, sa voix vibrant à travers les planches du sol. Il dit qu'il complote contre lui. Demain, il pourrait dire que c'est moi, ou vous. Nous ne pouvons pas le toucher, gémit Aspamitrès. Les immortels me répondent, grogna Artabanus. Le roi est un homme, les hommes saignent, les hommes meurent. Et quand un chien devient enragé, on n'essaie pas de raisonner avec lui. On l'abat. Le silence qui suivit fut plus lourd que les murs de pierre. Quand ? Demanda Aspamitre, sa voix à peine un souffle. Ce soir, dit Artabanus, quand la lune atteindra le zénith, il sera fatigué, il sera seul. Vous avez la clé de la chambre intérieure. Oui, alors utilisez-la, laissez la porte ouverte. Je m'occuperai du reste. Les voix s'éteignirent, tandis que des pas s'éloignaient, en écho, quittant probablement les bains. Je restai là, paralysé. Le tesson de poterie glissa de mes doigts et claqua sur le sol. La goutte de sang sur mon poignet avait commencé à sécher. Une petite croûte sombre. Je la regardais. Ils allaient le tuer. La réalisation me frappa avec la force d'un coup physique. Le monstre n'était pas un dieu. Il n'était pas une force de la nature. Il n'était qu'un homme si brisé et terrifiant que même ses propres chiens se préparaient à lui arracher la gorge. Ce soir, je regardais la plaie dentelée sur mon poignet. Elle était peu profonde, une égratignure. Si je mourais maintenant, je mourrais esclave. Je mourrais victime d'un homme qui serait un cadavre avant le lever du soleil. Non, murmurai-je. Le mot semblait étrange dans ma bouche. Ce n'était pas une supplication. C'était un ordre. Je déchirai une bande de tissu à l'ourlet de ma tunique en ruine. Mes mains, qui tremblaient au chaleur de désir de mort quelques instants auparavant, étant maintenant fermes, animées d'un cime et d'un nouveau et féroce objectif. J'enroulai le tissu autour de mon poignet, le serrant fort, arrêtant le flux de sang. La haine qui avait été une pierre froide et lourde dans mon estomac s'alluma soudain. Ce n'était plus la rage chaude et chaotique d'une enfant. C'était froid. C'était calculé. Xerxès allait mourir. Mais si Artabanus et Aspamitrès réussissaient, le palais se transformerait en abattoir. Ils purgeront le harem pour éliminer tout témoin, tout héritier, toute trace. Ma mère et moi étions des traces. Je rampais vers le coin où Cassandane dormait.
Je touchai son épaule, doucement cette fois. « Réveille-toi » murmurai-je dans l'obscurité. Je n'étais plus la fille couvernée qui voulait quitter son corps. J'étais Roxana. Je connaissais les secrets des murs, je connaissais la disposition des tuyaux. Et pour la première fois de ma vie, je savais quelque chose que les hommes puissants à l'extérieur ne savaient pas. Je savais que leur temps était aussi compté. Le silence de Persépolis ne se brisa pas. Il vola en éclats. Cela se produisit exactement comme les voix dans le sol l'avaient tant promis, à l'heure où la lune pendait comme une faux au-dessus des montagnes du Zagros. J'étais éveillé, le dos pressé contre la pierre froide de la cellule, comptant les battements de cœur de la nuit. À côté de moi, ma mère, Cassandane, dormait le sommeil agité des condamnés. Puis le cri retentit. Ce n'était pas un cri de femme, c'était celui d'un homme, un son guttural et humide qui s'étouffa en gargouillis. Il fut suivi par l'entrechoquement indubitable du bronze contre le bronze, le lourd bruit sourd des corps frappant le sol et le rugissement de nombreuses voix s'élevant en colère. Le coup d'état avait commencé. « Roxana ?» Ma mère se redressa d'un bond, ses yeux grands ouverts et aveugles dans l'obscurité. « Qu'est-ce que c'est ? Est-ce le roi ? Le roi est fini, » dis-je, ma voix ferme. Je sentis un étrange calme s'installer en moi, froid et dur comme le tesson de poterie que j'avais tenu plus tôt. « Lève-toi, mère, nous partons. » Je n'attendis pas qu'elle discute. Je lui saisis le bras, la tirant pour la faire se lever. Elle était légère, trop légère, épuisée par des années de terreur. Je donnai un coup de pied à la porte. Elle n'était pas verrouillée, exactement comme Artabanus l'avait ordonné. Le garde qui était censé nous surveiller était parti, probablement entraîné dans le massacre ou déjà partie prenante. Nous entrâmes dans le couloir et le monde était sans dessus-dessous. Le harem d'ordinaire, un lieu d'ordre suffocant, était un abattoir chaotique. Des eunuques, ces gardiens intouchables dans leurs robes safran, couraient en panique. Certains gisaient immobiles sur le marbre poli, leur souhait maculé de sang sombre. Les immortels, la garde d'élite se battaient entre eux. Les hommes d'Artabanus portaient un des brassards rouges sur leurs bras, abattant quiconque ne portait pas la marque. Je gardai ma mère près du mur, me déplaçant dans l'ombre. Nous devions atteindre le hammam, mais je ne pouvais pas laisser tout le monde. Nous passâmes devant le dortoir des jeunes filles, je poussai la porte. À l'intérieur, elles étaient blotties, les unes contre les autres comme des moutons effrayés. « Paris !» sifflai-je. Paris, la fille que Xerxès avait terrorisée dans la grande salle, leva les yeux. Son visage était pâle, strié de larmes. À côté d'elle se tenait Tia, une jeune servante muette qui m'avait souvent glissé du pain en plus. Tia était petite, rapide et invisible aux yeux des nobles. Une parfaite survivante. « Venez, ordonnai-je. Si vous restez ici, le nouveau roi purgera la maison. Bougez. » Paris hésita, mais Tia lui saisit la main, me faisant un signe de tête avec une détermination farouche. Nous étions 4 maintenant. Une petite armée de fantômes se déplaçant à travers l'épave de l'Empire. Nous naviguâmes à travers le carnage. L'air sentait le cuivre et les entrailles. Nous vîmes Aspamitre, le grand eunuque qui avait frappé Chirène, acculé dans un coin par 3 soldats. Il plaidait, offrant de l'or, offrant des secrets. Le soldat de devant n'écouta pas. Il planta une lance dans la poitrine de l'eunuque. Je ne détournai pas le regard, je ne ressentis aucune pitié. La statue n'avait pas de larmes pour le sculpteur. Nous atteignîmes le carrefour menant aux chambres royales. Les combats y avaient été brutaux, mais ils étaient terminés. Les corps des gardes loyalistes étaient empilés comme du bois de chauffage. Les grandes doubles portes de la chambre du roi, la pièce où j'avais failli perdre mon âme, étaient grandes ouvertes. Je m'arrêtai. « Roxana, non !» murmura ma mère me tirant la main. « Ne regarde pas !» Mais je devais regarder. Je franchis le pas de la porte. Les bougies la brûlaient toujours, projetant leur lumière indifférente sur la scène. Xerxès gisait sur le sol à moitié emmêlé dans les draps. Il ne ressemblait pas à un dieu. Il ne ressemblait pas au roi des rois. Il ressemblait à un bœuf abattu. Sa poitrine était une ruine de coups de poignard. Sa bouche était ouverte dans un cri silencieux, ses yeux fixant le plafond qu'il avait prétendu posséder. Le Hakinakès doré, pas son épée, gisait inutilement juste hors de sa portée. Le sang s'accumulait autour de lui, s'imprégnant dans les tapis inestimables, transformant les motifs complexes en une unique tache sombre. Je me tins au-dessus de lui. L'homme qui avait terrorisé le monde, qui avait fouetté la mer, qui avait brisé ses propres filles, n'était que de la chair. Je sentis le poids fantôme des chaînes d'or qu'il m'avait forcé à porter. Je sentis la lame fantôme à ma gorge. Je recueillis ma salive dans ma bouche. C'était un acte grossier,
un acte vulgaire. Quelque chose qu'une gamine des rues ferait, pas une princesse de la lignée achéménide. Mais je n'étais plus une princesse. J'étais une survivante. Je crachais. Le crachat atterrit sur le sol de marbre, juste à côté de sa main se refroidissant. C'était mon adieu, c'était mon jugement. Tu n'étais qu'un homme, Potts, murmurai-je, et tu es mort comme un chien. Roxana, Tia me fit signe frénétiquement depuis le couloir. Des pas approchaient, des bottes lourdes et blindées, la deuxième vague de la purge arrivait. Je tournai le dos à mon père, au roi, au cadavre. « Au hammam !» dis-je, ma voix transperçant la panique de mes compagnes. « Aux aérations, nous descendons. » Nous courûmes. Nous ne regardâmes pas en arrière l'or, ni la soie, ni les morts. Nous courûmes vers la promesse humide et sombre des égouts, laissant le palais de lumière brûler dans ses propres péchés. La gorge du palais nous engloutit tout entière. Nous descendîmes dans les entrailles de Persépolis par une grille d'entretien cachée derrière les chaudières du hammam. L'air ici ne sentait pas l'eau de rose ou la peur. Il sentait la pourriture ancienne, la terre humide et les déchets de 1000 rois. C'était l'odeur de la vérité. « Attention » murmurai-je, serrant la main de ma mère. Cassandane tremblait, ses fines pantoufles de soie glissant inutilement sur les pierres lisses et moussues. « Ne lâche pas !» Nous nous faufilions à travers le système de drainage, les veines cachées dans de l'empire conçu pour évacuer la saleté afin que les belles personnes d'en haut puissent n'en faire semblant qu'elle n'existait pas. Maintenant, nous étions la saleté. Le tunnel était étroit, un tube suffocant d'obscurité qui semblait me presser contre ma poitrine. Tia, la jeune servante muette, ouvrit la marche. Elle se déplaçait avec l'agilité d'un rat, ses petites mains tâtant les murs pour se guider. Paris suivait, sa respiration coupée de courts allaitements terrifiés. « Ma robe !» gémit Paris, le tissu coûteux s'accrochant à une racine dentelée qui dépassait du plafond. « Elle est ruinée. »« Bien !» sifflai-je en retour. « Laisse-la pourrir. Nous ne la porterons pas là où nous allons. » Nous pataugions dans une boue qui nous arrivait aux genoux. C'était épais et froid, un mélange immonde de boue et de détritus. Alors que nous avancions, la fange éclaboussait nos corps, couvrant notre peau, nos cheveux et les bijoux haïs que je portais encore. Je baissai les yeux sur les chaînes d'or qui traversaient ma poitrine, celles que Xerxès avait utilisées pour me tenir en laisse. Elles étaient incrustées de vent de bave brune. Les rubis étaient en ternes, indiscernables des cailloux. L'or ne brillait plus. Dans l'obscurité des égouts, la richesse du roi était sans valeur. La boue était la grande égalisatrice. Elle effaçait l'huile du harem. Elle effaçait l'odeur du monstre. « Je n'y arrive pas », haleta ma mère, mort, trébuchant. Elle tomba à genoux dans l'eau, sanglotant. « Roxana, je n'arrive pas à respirer. Il fait trop sombre. » Je m'arrêtai. Je la relevai, mes mains agrippant ses épaules. Mes doigts laissèrent des traînées de boue sur son visage, une peinture de guerre pour une bataille qu'elle n'avait pas choisie. « Tu as survécu à 14 ans de son silence, » lui dis-je, ma voix féroce et basse. « Tu ne mourras pas dans ces égouts. Nous sortons de sa tombe, mère. Pas à pas. » Elle me regarda. Dans la pénombre, en revanche, elle ne voyait plus une enfant. Elle voyait le fer qui avait été forgé dans le feu de la folie du roi. Elle hocha la tête, essuyant son visage d'une main boueuse, et se leva. Nous avancions. Le temps se dissolvait. Il n'y avait que le bruit de l'eau qui clapote et le piaillement lointain des rats. Puis Tia s'arrêta. Elle tapota le mur de pierre 3 fois. Devant, une lumière grise filtrait à travers un rideau de vignes pendantes. Un courant d'air me frappa le visage. Non pas l'air stagnant des tunnels, mais quelque chose d'aigu, de froid et d'une fraîcheur douloureuse. La sortie. C'était un drain pluvial qui se déversait dans un lit de rivière asséché à l'extérieur des murs ouest, loin des portes principales où le massacre avait lieu. La grille de fer qui le recouvrait était rouillée, rongée par des années de négligence. « Poussez !» ordonnai-je. Ensemble, nous pesâmes de tout notre poids contre le fer. Il gémit, protestant contre la perturbation, des flocons de rouille nous tombant dessus. Avec un dernier grincement de métal agonisant, il céda, s'ouvrant vers l'extérieur. Nous tombâmes sur le sol rocheux, toussant et haletant. Je roulais sur le dos, ma poitrine haletante. Au-dessus de moi, le ciel n'était qu'en plus noir. Il était d'un violet contusionné, se mêlant à un or pâle et doux à l'horizon. Les montagnes du Zagros veillaient à aller silencieusement, tandis que le soleil commençait à couronner leur sommet. Le vent mordait ma peau mouillée, mais cela ressemblait à une caresse. C'était la première bouffée d'air que je prenais de ma vie qui n'appartenait pas à Xerxès. Je m'assis. Je regardais les autres. Nous étions méconnaissables. Nous étions des monstres de boue et de fange, dépouillés de beauté, dépouillés de dignité.
mais nous étions vivantes. Je cherchais le fermoir des chaînes d'or à mon cou. Mes doigts, glissant debout, tâtonnaient compte avec le verrou. Finalement, il cliqua. Je retirai de mon corps le lourd treillis d'or et de rubis. Il fit un son humide et lourd alors que je le jetai sur les rochers. « Laissez-le, dis-je à Paris qui fixait les bijoux. C'est le prix d'entrer en enfer, nous n'y retournons pas. » Nous nous levâmes, 4 femmes faites de terre, et marchâmes colson vers le soleil levant. Derrière nous, la fumée du palais en flammes commença à monter, un pilier noir pleurant un dieu mort. 10 ans plus tard. La mer Égée était une feuille de turquoise martelée, s'étirant pour toucher le ciel. L'air ici, sur l'île de Naxos, sentait le sel et le thym sauvage. C'était une odeur propre. J'étais assise sur un banc en bois à l'ombre d'un olivier. Un rouleau de papyrus étalé sur mes genoux. Mes mains étaient tachées d'encre, pas debout. « Comme ça, maman ?» Une petite fille, pas plus âgée de 10 ans, leva les yeux vers moi. Elle avait des cheveux bouclés et sauvages et des yeux qui contenaient l'étincelle de l'océan. « Presque, Elara, dis-je doucement, guidant sa main. La lettre alpha doit être bien droite, c'est le début. Je l'ai nommée d'après l'ami que je n'ai pas pu sauver. Je l'ai nommée afin que la fille qui est morte dans le harem revive au soleil. » Elara retourna à son écriture, sa langue dépassant de concentration. Je la regardais, une féroce vague d'amour me serra la poitrine. Elle ne connaissait rien des chaînes d'or, elle ne connaissait rien du silence. Elle ne connaissait que le son des vagues et la voix de sa mère lisant des histoires de héros qui combattaient dans des monstres. Je baissai les yeux sur mon poignet gauche. La cicatrice était toujours là, une fine ligne blanche où j'avais failli tout arrêter, dans l'obscurité. Mais le soleil avait bronzé ma peau et la ligne s'était estompée, se fondant dans les histoires de mon corps. Ce n'était plus une blessure, c'était une carte. Elle montrait où j'avais été et elle prouvait que j'étais parti. « Maman, demanda Elara, faisant une pause, qui est le roi dans l'histoire ?» Je souris. C'était un sourire sincère, un qui atteignait mes yeux. « Le roi n'est qu'une ombre, ma petite, lui dis-je, trempant ma plume dans l'encre. Et les ombres disparaissent quand on allume la lumière. » Je regardais la mer, la vaste étendue d'eau ouverte qui me séparait des cendres de Persépolis. Je n'étais pas une princesse, je n'étais pas une victime, j'étais l'auteur de ma propre vie. Et la page était enfin à moi d'écrire. L'histoire se souvient souvent des rois qui ont bâti les murs, mais elle oublie les survivants qui les ont escaladés. Le parcours de Roxana nous enseigne une vérité puissante sur nos propres vies quotidiennes. Nous ne vivons peut-être pas dans un palais d'or ou face à un tyran armé d'une épée, mais nous portons tous des chaînes. Ces chaînes peuvent être le traumatisme de notre passé, la peur de l'avenir, ou le silence que nous gardons pour survivre à des relations difficiles ou à des environnements toxiques. Xerxès détenait un pouvoir absolu, pourtant il mourut prisonnier de sa propre folie. Roxana n'avait fait rien, pourtant elle trouva la liberté dans la boue d'un égout. Cela nous rappelle que le vrai pouvoir ne vient pas du contrôle des autres, il vient de la maîtrise de soi. Quelle que soit l'obscurité de votre situation, quelle que soit la lourdeur de vos chaînes, vous possédez la force de les briser. Vous n'êtes pas défini par ce qui vous est arrivé. Vous êtes défini par la manière dont vous choisissez de réécrire votre fin. Si le courage de Roxana a touché votre cœur aujourd'hui, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime » pour honorer sa mémoire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler sa propre force intérieure afin que les histoires des oubliés ne soient pas plus jamais réduites au silence. Et si vous souhaitez nous rejoindre pour découvrir les sombres vérités que l'histoire essaie de cacher, veuillez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Je prie pour que, où que vous soyez en ce moment, vous ayez le courage de vous éloigner des choses qui vous blessent. Que Dieu vous bénisse avec la force de briser chaque chaîne qui vous retient et qu'il vous guide hors de l'obscurité et vers votre propre magnifique lever de soleil. Si vous croyez que la lumière vaincra toujours l'obscurité, écrivez Amen dans les commentaires ci-dessous.